Tout dans le vieux Hollywood n'était pas aussi doré que son nom le suggère. En particulier, les mariages n'étaient pas dorés et romantiques. Ils étaient toxiques, pleins de trahison et de honte. Ici, nous allons parler de 14 mariages qui étaient totalement honteux pour le vieux Hollywood. Rock Hudson et Phyllis Gates. Rock Hudson était l'incarnation de l'idole des matinées des années 1950. Imposant, charismatique, et le visage de succès au box-office comme Magnificent Obsession et Pillow Talk. Mais derrière son image publique éclatante se cachait un fardeau orchestré par le système des studios. Il ne pouvait pas laisser échapper qu'il était gay à une époque où cette révélation pouvait mettre fin brusquement à une carrière lucrative de premier rôle. Son agent, Henry Wilson, était l'architecte derrière de nombreuses histoires élaborées destinées à faire taire les rumeurs sur la vie privée de Hudson. Le mariage rapide avec Phyllis Gates, la secrétaire de Wilson, a été présenté au public comme une romance éclair. Même les amis proches de Hudson ont été stupéfaits par sa demande soudaine à la fin de l'année 1955. Le couple s'est marié lors d'une cérémonie discrète à Santa Barbara, avec Wilson avertissant les tabloïds juste après. Cette fuite stratégique n'était pas un accident. Elle a servi à prouver que Hudson n'était plus sur le marché des rencontres et à apaiser les rumeurs qui l'entouraient. Phyllis Gates, quant à elle, a par la suite affirmé qu'elle s'était mariée par amour. Dans les interviews, elle dépeignait Hudson comme le parfait gentleman, quelqu'un qui semblait prêt à être un mari attentionné. Pourtant, des fissures dans leur union sont apparues presque immédiatement. Beaucoup de ceux qui les connaissaient en privé ont remarqué que l'atmosphère à la maison était souvent tendue. Les mémoires de Gates relataient un incident impliquant une pile de jeans moulants qu'elle a brûlée par jalousie et suspicion. De telles disputes mettaient en évidence la sensibilité de Hudson chaque fois que sa vie personnelle était remise en question. En 1958, le mariage de courte durée avait pris fin. Des décennies plus tard, la divulgation des fichiers cachés de l'enquêteur privé Fred Otash incluait une conversation enregistrée où Gates confrontait Hudson au sujet de ses relations avec des hommes. Que Gates ait véritablement su la vérité depuis le début ou ait choisi d'être aveugle volontairement reste un sujet de débat. Ce qui ne peut être contesté, c'est le contexte plus large. La machine hollywoodienne des années 1950 exigeait une image parfaite, qui ne laissait aucune place pour qu'un acteur principal soit ouvertement lui-même. Judy Garland et Vincent Minnelli. Judy Garland était adorée dans le monde entier pour sa voix puissante, ses performances charismatiques et son rôle emblématique dans Le Magicien d'Oz. Vincent Minnelli était un réalisateur de films innovants qui a façonné l'âge d'or des comédies musicales de la MGM, dirigeant des classiques comme Meet Me in St. Louis, qui mettait également en vedette Garland. Lorsqu'ils se sont mariés en juin 1945, le studio l'a présenté comme l'union rêvée de deux puissances créatives. Cependant, le moulin à rumeurs d'Hollywood racontait une autre histoire. On disait dans certains cercles que Minnelli était intéressé de manière romantique par les hommes, faisant du mariage une sorte d'arrangement soigneusement géré. Dans les années 1940, MGM exerçait une influence énorme sur ses stars. Tout, de leur régime alimentaire à leurs relations amoureuses, pouvait être contrôlé par les décideurs. Pour Garland, le studio avait dicté presque tous les aspects de sa vie depuis l'enfance, imposant des horaires stricts et des régimes qui ont contribué à ses luttes permanentes avec la santé mentale et l'abus de substances. En apparence, l'union Minnelli-Garland semblait être une association harmonieuse de talents. Les fans étaient ravis de voir Minnelli diriger Garland dans des comédies musicales lumineuses, en technicolor. Pourtant, en coulisses, leur relation était semée de stress et de malentendus. Garland voulait une sécurité émotionnelle et des figures parentales, et elle se trouvait souvent éclipsée par des insécurités personnelles. Minnelli, essayant de concilier sa vision créative et la nécessité de maintenir les apparences, était pris entre ses ambitions professionnelles et ses vérités privées. Leur fille, Liza Minnelli, est née en 1946, mais le mariage était déjà sous tension. Les luttes de Garland contre l'anxiété et la dépression, amplifiées par un système de studio autoritaire, entraient en conflit avec la vie privée de Minnelli. En 1951, ils avaient divorcé. Même des décennies plus tard, les biographes se référaient à leur union comme en partie une romance, en partie une production, méticuleusement organisée pour protéger les carrières des deux parties.
Cela reste un rappel de la façon dont, dans le Hollywood du milieu du XXe siècle, même deux individus talentueux pouvaient se retrouver enchevêtrés dans un mariage façonné davantage par les exigences de l'industrie que par une véritable compatibilité. Rudolph Valentino et Jan Acker. Peu de stars de l'ère du cinéma muet ont suscité l'adoration mondiale que Rudolph Valentino a suscité. Surnommé le Latin Lover, il électrisait les spectateurs avec des films comme The Shake et Blood and Sand. Pourtant, le public ignorait en grande partie le mélodrame personnel entourant son premier mariage avec l'actrice Jan Acker, qui a eu lieu en novembre 1919. La rumeur dit qu'Acker a été submergée par le regret, presque dès l'instant où elle a dit « oui ». Après leur cérémonie de mariage, elle a célèbrement enfermé Valentino hors de leur chambre d'hôtel, le laissant déconcerté dans le couloir. Les raisons de cette froideur soudaine allaient façonner les potins d'Hollywood pendant des décennies. Certaines sources prétendent qu'Acker a réalisé que son cœur appartenait à une autre femme, en particulier à la danseuse de cabaret, Alla Nazimova, une figure audacieuse et influente du cinéma muet, connue pour sa vie privée transgressive. Le mariage de Valentino et Acker n'a jamais été consommé, et ils se sont rapidement séparés, bien qu'ils soient restés légalement liés jusqu'à la finalisation de leur divorce en 1922. Pour Valentino, ce n'était que le premier de plusieurs scandales publics concernant sa vie personnelle. Dans les années qui ont suivi, les rumeurs sur sa sexualité, ainsi que sur la sincérité de son deuxième mariage avec la créatrice de costumes Natacha Rambova, ont dominé les magazines de fans. Les chercheurs ont débattu sur le fait de savoir si ces relations étaient personnelles ou faisaient partie d'une grande stratégie pour cultiver l'image exotique de Valentino. Les rumeurs tourbillonnantes se sont intensifiées après la mort prématurée de Valentino à l'âge de 31 ans. Les personnes en deuil affluaient pour lui rendre hommage, avec des fans évanouis et des veillées aux chandelles soulignant son statut d'idole romantique. Mais une question demeurait. Les illusions de son mariage avaient-elles été créées pour la caméra ? Peut-être que l'agitation entourant Jan Acker était plus indicative de la pression intense pour maintenir une façade publique acceptable. En fin de compte, leur union malheureuse demeure comme un témoignage de la rapidité avec laquelle les illusions romantiques pouvaient se briser derrière le rideau de velours d'Hollywood. Marilyn Monroe et Arthur Miller. Le mariage de Marilyn Monroe et Arthur Miller évoquait l'image de la beauté ultime et du génie intellectuel, une collision du védétariat hollywoodien et du prestige littéraire. Les fans étaient fascinés par cette union inattendue lorsqu'ils se sont mariés en juin 1956. Monroe aspirait à des rôles sérieux qui pourraient la défier au-delà du stéréotype de la blonde pulpeuse, et épouser un dramaturge lauréat du prix Pulitzer semblait être une étape transformative vers la respectabilité. Pendant ce temps, Miller se retrouva propulsé à un nouveau niveau de fascination publique, soudain sous les feux des paparazzi. Pourtant, les complexités ont commencé à s'accumuler presque immédiatement. Monroe luttait contre une anxiété paralysante qui s'était aggravée au fil des années, sous une pression intense des studios. Elle se tourna vers la méthode et dévora de grandes œuvres littéraires, espérant prouver sa valeur intellectuelle. Miller, d'abord séduit par sa curiosité et sa vulnérabilité brute, a commencé à voir des fissures dans leur relation lorsque les problèmes de santé mentale de Monroe perturbaient à plusieurs reprises leur vie. Ses journaux intimes ont révélé des critiques sévères, y compris des références à son sentiment de gêne face à son incapacité à s'adapter aux cercles intellectuels. Leurs différences se creusèrent lors du tournage de The Prince and the Showgirl, réalisé par et avec Laurence Olivier. La tension de Monroe avec Olivier reflétait son sentiment d'isolement dans le monde social de Miller. Des révélations personnelles issues de ces journaux montrent qu'elle s'est sentie trahie lorsqu'elle a découvert des entrées où Miller remettait en question le mariage. Son sentiment d'abandon l'a poussée encore plus vers une spirale de barbiturique et d'instabilité émotionnelle. Après 4 années tumultueuses, ils ont divorcé en janvier 1961. Le chagrin de Monroe suite à la séparation, combiné à ses luttes continues avec ses émotions et ses problèmes de substance, l'a poussé plus profondément dans le désespoir. Pour Miller, la relation s'est terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé. Il a épousé la photographe Inge Morat seulement quelques semaines après la finalisation de son divorce. Depuis, les historiens ont débattu pour savoir si ce mariage était réellement fondé sur une passion authentique ou s'il s'agissait d'une façade stratégique. Bien que jadis salué comme un mariage de conte de fées, les différences évidentes de tempérament et d'ambition
se sont finalement avérées insurmontables, laissant les deux parties émotionnellement épuisées. Cary Grant et Barbara Hutton. En juillet 1942, Cary Grant a épousé Barbara Hutton, une héritière de la fortune Woolworth, lors d'un événement qui a ébloui les colonnes de potins. Hutton avait connu plusieurs relations mouvementées, et sa grande richesse attirait des prétendants, parfois avec des intentions douteuses. Grant, quant à lui, était reconnu comme un homme principal, élégant et sophistiqué, bien que des rumeurs sur sa vie privée le poursuivaient. Les observateurs d'Hollywood se demandaient s'il s'agissait d'une union de convenance ou d'un partenariat tendre en coulisses. Malgré la réputation de Hutton pour ses dépenses somptuaires et ses chagrins d'amour répétés, il est rapporté que Grant n'a jamais pris d'argent d'elle. Curieusement, cet acte de chevalerie a suscité davantage de discussions. Certains ont spéculé qu'il recherchait ce mariage pour faire taire les rumeurs persistantes sur ses arrangements de vie proche avec l'acteur Randolph Scott. D'autres ont insisté sur le fait que Grant était réellement amoureux, bien que l'intense publicité qui les suivait partout ait éclipsé cela. La vie ensemble était glamour et sociable. Ils étaient photographiés lors d'événements prestigieux et accueillis dans les cercles les plus riches à travers l'Europe et les États-Unis. Pourtant, des amis proches ont suggéré qu'à huis clos, le mariage était plus fonctionnel que passionnément romantique. Les cicatrices émotionnelles de Hutton, issues de relations précédentes, ainsi que ses problèmes de santé mentale largement médiatisés, ont peut-être rendu une union véritablement harmonieuse difficile. Le mariage n'a duré que 3 ans, de 1942 à 1945. Lorsqu'ils se sont séparés discrètement, il n'y a pas eu d'accusation publique dramatique ni de lutte amère pour la garde, juste une fin discrète qui contredisait la couverture extravagante de leur mariage. Hutton a continué son parcours tumultueux, se mariant et divorçant plusieurs fois, tandis que Grant conservait son air de mystère et ne cessait de fasciner Hollywood avec sa persona publique raffinée. À ce jour, leur brève union demeure un sujet de spéculation. Cary Grant cherchait-il simplement à se protéger des rumeurs, et Barbara Hutton aspirait-elle à une stabilité qu'elle n'a jamais vraiment trouvée? Bien que nous ne connaissions peut-être jamais la vérité complète, leur histoire souligne comment un mariage aux apparences éblouissantes peut dissimuler une réalité bien plus compliquée en dessous. Anthony Perkins et Barry Berenson. Anthony Perkins a laissé une marque indélébile dans l'histoire du cinéma avec son interprétation de Norman Bates dans Psychose d'Alfred Hitchcock, un rôle qui a cimenté son image d'acteur principal anxieux et charismatique. Pourtant, loin des plateaux, Perkins naviguait une vie personnelle qui reflétait les réalités clandestines auxquelles de nombreux homosexuels faisaient face dans le Hollywood des années 1950 et 1960. Il avait été lié de manière romantique à des acteurs comme Tab Hunter, bien que ces relations aient été strictement tenues à l'écart du public. Lorsque Perkins épousa la mannequin et photographe Barry Berenson en 1973, cela étonna ses amis et collègues qui étaient au courant de ses relations antérieures avec des hommes. Les observateurs de l'industrie l'ont vu comme une démarche stratégique. Les images des stars avaient souvent besoin de mariages hétérosexuels pour maintenir un attrait grand public. Pourtant, des récits de quelques personnes qui connaissaient bien le couple indiquent un lien véritable, suggérant que leur relation allait au-delà de la simple apparence. Ils ont accueilli 2 fils, Oz et Elvis, et Berenson est resté une partenaire loyale, même si Perkins continuait à lutter discrètement avec son identité. Le côté sombre de la lutte de Perkins est bien documenté. À une époque marquée par l'homophobie, il aurait suivi une thérapie d'aversion, dans l'espoir de réorienter ses désirs. Ces traitements soulignaient la pression extraordinaire que les célébrités subissaient pour correspondre à un modèle spécifique. La situation de Perkins révéla une industrie qui exigeait la conformité, forçant même les acteurs acclamés par la critique à faire des compromis personnels déchirants. Tragiquement, Perkins a été diagnostiqué avec le sida en 1990, un fait qu'il a gardé secret jusqu'à son décès en 1992. Berenson elle-même est décédée plus tard dans les attaques du 11 septembre 2001, ajoutant une couche supplémentaire de chagrin à une histoire déjà déchirante. Leur mariage, considéré par certains comme une façade, par d'autres comme une histoire d'amour compliquée, continue de susciter des discussions sur les efforts qu'une personne pourrait faire pour protéger ou concilier sa vie publique et privée. Cela reste un chapitre poignant dans le récit continu d'Hollywood, sur l'image, le secret et la survie. Dorothy Dandridge et Jack Dennison. Dorothy Dandridge est devenue célèbre,
lorsqu'elle est devenue la première femme noire à être nominée pour un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Carmen Jones. Elle a brisé ces barrières culturelles dans l'industrie cinématographique ségrégée, seulement pour découvrir que sa vie personnelle est éclipsée par l'instabilité et le chagrin. Au moment où elle a épousé le propriétaire de boîte de nuit Jack Dennison en 1959, sa carrière avait rencontré des obstacles importants. De nombreux producteurs hésitaient à donner des rôles principaux aux actrices noires, peu importe leur talent. L'union de Dandridge avec Dennison fut marquée dès le début par des rumeurs inquiétantes. Des amis affirmaient que Dennison était plus intéressé par la perspective de son compte en banque que par son charme éclatant. Comme si cela n'était pas assez troublant, des rumeurs de violence émotionnelle et physique circulaient. Couplé aux projets commerciaux douteux de Dennison, il devint clair que Dandridge s'aventurait en territoire dangereux. Un investissement fatidique a vu Dandridge investir des fonds substantiels dans un projet de restaurant que Dennison soutenait. L'entreprise s'est effondrée, la laissant presque en faillite et aux prises avec des dettes croissantes. Cette pression financière ne fit qu'aggraver d'autres problèmes dans leur mariage. Sur le plan personnel, Dandridge luttait déjà contre le doute de soi, les rôles stéréotypés et les opportunités limitées à Hollywood, malgré son indéniable charisme de star. En 1962, Dandridge avait demandé le divorce, sortant de l'épreuve presque ruinée. Sa carrière autrefois brillante était en lambeaux, et peu de gens dans l'industrie semblaient prêts à lui ouvrir des portes. Le poids de ses luttes a eu un effet dévastateur. Elle s'est tournée vers l'alcool et les médicaments sur ordonnance, luttant contre la dépression et la solitude. Sa mort tragique en 1965, officiellement attribuée à une embolie rare, est survenue à seulement 42 ans. Bien qu'il soit impossible de quantifier exactement combien son mariage toxique a contribué à sa fin prématurée, de nombreux observateurs soulignent l'effondrement émotionnel et financier découlant de sa relation avec Dennison comme un facteur significatif. Dorothy Dandridge reste à la fois une pionnière et un avertissement sur la manière dont un talent brillant peut être poussé à la ruine lorsqu'il est exploité par ceux qui lui sont les plus proches. Tallulah Bankhead et John Emery. Tallulah Bankhead était un esprit rebelle dans un Hollywood qui valorisait le conformisme. Possédant une voix rauque, un esprit acéré et un penchant pour les réparties cinglantes, elle était aussi célèbre pour sa vie sociale que pour ses performances marquantes sur scène et à l'écran. Au milieu des années 1930, son nom était déjà synonyme à la fois de scandale et d'un talent inégalé. Lorsqu'elle a épousé l'acteur John Emery en 1937, cela a laissé plus d'un ami perplexe. Bankhead s'était forgé une réputation pour avoir défié les limites traditionnelles, admettant ouvertement des attirances pour les hommes et les femmes. Dans une industrie cinématographique régie par des clauses de moralité strictes, beaucoup croyaient que le mariage était arrangé, ou du moins encouragé, par des publicistes et des responsables de studios mal à l'aise face à ces commentaires sans retenue sur les relations homosexuelles. Après tout, le père de Bankhead lui avait conseillé de se méfier des hommes et de l'alcool, mais n'avait rien dit à propos des femmes et de la cocaïne, une phrase qu'elle répétait souvent avec une touche d'humour. Emery, un acteur raffiné mais quelque peu moins célèbre, semblait un choix étrange face à la nature flamboyante de Bankhead. Leur mariage a duré jusqu'en 1941, à peine 4 ans, moment où ils s'étaient éloignés. Bankhead, qui n'avait jamais sa langue dans sa poche, parlait rarement des vraies raisons de son divorce. Cependant, il était évident pour ceux qui l'entouraient qu'elle n'avait aucun intérêt à maintenir l'apparence d'un mariage hollywoodien convenable. Après le divorce, elle savourait encore plus sa personnalité libérée, reprenant un style de vie qui défiait audacieusement les normes sociales de l'époque. Que le mariage ait été un dispositif de relations publiques hollywoodien ou un moment éphémère d'affection véritable est difficile à déterminer. Pourtant, l'héritage durable de Bankhead réside dans son refus d'être réduite au silence. Elle a traversé Hollywood selon ses propres termes, ne s'excusant jamais pour ses attirances ou sa façon de vivre. Ce faisant, elle a contribué à ouvrir la voie à ceux qui remettraient plus tard en question le même code moral enraciné. Peter Lawford et Patricia Kennedy. Peter Lawford était un acteur britannique élégant, devenu un pilier d'Hollywood, connu autant pour son appartenance au Rat Pack de Frank Sinatra que pour ses apparitions dans les films. Mais en 1954, il a rejoint un cercle encore plus prestigieux en épousant Patricia Pat Kennedy,
sœur du sénateur John F. Kennedy de l'époque. Cette intersection entre une dynastie politique montante et le glamour d'Hollywood était une association certaine d'éveiller l'intérêt de la nation. De l'extérieur, le couple semblait incarner la rencontre entre le glamour des stars et le prestige politique. L'accent raffiné de Lawford et son allure d'idole de cinéma complétaient l'élégance de Patricia, reflétant le personnage sophistiqué, prisé par le clan Kennedy. Pourtant, sous ce vernis, de véritables défis ont rapidement émergé. Lawford était connu pour son penchant pour la vie mondaine, la séduction, l'alcool et la drogue, qui coïncidaient souvent avec son cercle de rapaces. Patricia, élevée dans un foyer où la loyauté et la prudence étaient vénérées, devint exaspérée par le comportement de son mari. Les Kennedy étaient, par nature, une famille privée qui essayait de contenir les controverses derrière des portes bien gardées. Avoir un gendre qui était constamment dans les tabloïds n'était pas idéal pour une dynastie centrée sur la politique. Néanmoins, le mariage a duré plus d'une décennie, marqué par des réceptions à Yannisport et des fêtes avec l'entourage de Sinatra. Mais en 1976, Patricia a demandé le divorce, indiquant que le mode de vie de Lawford n'était plus tolérable. Les années suivant leur séparation ont vu Lawford rester sporadiquement mêlé au folklore Kennedy. On disait qu'il avait servi d'intermédiaire dans des affaires délicates, comme des communications présumées entre Marilyn Monroe et les frères Kennedy. Bien que la vérité exacte reste insaisissable, ce qui est certain, c'est que le vernis glamour de son mariage avec Patricia masquait une base fragile. Pour Patricia, le divorce était plus qu'un tournant personnel. C'était une rupture avec un homme qui ne pouvait plus préserver l'image raffinée que les Kennedy exigeaient. Leur histoire rappelle que même les unions parfaites peuvent se défaire lorsqu'elles sont éclipsées par l'addiction, le secret et des attentes mal alignées. Barbara Stanwyck et Robert Saylor. Barbara Stanwyck était l'une des femmes chefs de file les plus formidables d'Hollywood. Connue pour ses yeux perçants et sa présence imposante dans des films comme Double Indemnity et Stella Dallas. Pendant ce temps, Robert Taylor était considéré comme l'homme au profil parfait de MGM, une star séduisante qui interprétait des héros romantiques dans de grands drames. En 1939, le système des studios a orchestré ce qu'ils espéraient être le couple glamour ultime, lorsque Stanwyck et Taylor ont échangé leurs vœux. Pourtant, des rumeurs circulaient dans les coulisses enfumées de l'industrie couloir. Certains prétendaient que MGM devait étouffer les rumeurs, selon lesquelles Taylor pourrait être homosexuel, tandis que d'autres remarquaient que la sexualité de Stanwyck faisait également l'objet de spéculations. Quelle que soit la vérité, le couple posait consciencieusement pour des photos glamour, assistait aux premiers bras dessus, bras dessous, et donnait des interviews soigneusement orchestrées pour renforcer l'idée de leur bonheur domestique. Dans un retournement inhabituel, Stanwyck a obtenu une partie des revenus de Taylor pour le restant de sa vie. Un fait qui a suscité des spéculations sur les secrets cachés derrière cet arrangement. Bien que nous n'ayons peut-être jamais de preuves irréfutables que leur mariage était purement une mise en scène hollywoodienne, le sentiment prédominant est qu'il a été façonné et manipulé par le besoin incessant de l'industrie d'avoir un couple vedette rentable. À la fin, Stanwyck et Taylor ont trouvé leur plus grand succès à l'écran, où les illusions qu'ils incarnaient étaient purement cinématographiques et ironiquement bien plus convaincantes. Janet Gaynor et Adrienne. Janet Gaynor était une pionnière dans l'histoire du cinéma, devenant la toute première lauréate de l'Oscar de la meilleure actrice, récompensée pour ses rôles dans Seventh Heaven, Sunrise et Street Angel. En 1939, elle a dit oui à Gilbert Adrian, connu simplement sous le nom d'Adrian, le créateur de costumes vedettes de MGM, célébré pour son travail visionnaire dans Le Magicien d'Oz et d'innombrables autres classiques. À première vue, leur union ressemblait à une union de la royauté hollywoodienne. Pourtant, des rumeurs sur Gaynor et Adrian se répandaient de plus en plus fréquemment à Tinseltown. Il était couramment supposé que les deux étaient homosexuels, ce qui rendait leur mariage suspect à une époque où les studios géraient systématiquement les décisions personnelles et professionnelles de leurs stars. Le mariage offrait une barrière protectrice contre les questions intrusives et les chroniqueurs à sensation qui se nourrissaient d'indices de scandale. Durant leurs 2 décennies ensemble, Gaynor et Adrian formaient un beau couple public, participant à des événements de haut niveau, organisant des dîners dans leur maison élégante,
et collaborant occasionnellement sur des projets artistiques. Ils ont adopté un fils, Robin, renforçant l'apparence d'une famille conventionnelle des années 40. Néanmoins, beaucoup des connaissances ont raconté que la relation fonctionnait plus comme une amitié de confiance qu'une liaison romantique. Chacun appréciait le flair créatif de l'autre. Gaynor appréciait l'intelligence d'Adrian, tandis qu'Adrian admirait la personnalité chaleureuse de Gaynor et son éthique de travail déterminée. Après le décès d'Adrian en 1959, Gaynor a développé une relation étroite avec la sensation de Broadway Mary Martin. Bien que jamais publiquement confirmée comme romantique, leur connexion forte a alimenté des conjectures supplémentaires sur la vie privée de Gaynor. Vincent Price et Mary Grant. Vincent Price était le maître accompli de l'horreur sur grand écran, célèbre pour sa voix sonore et sa présence captivante dans des classiques cultes comme House of Wax et The Fly. Hors caméra, il était un fin connaisseur d'art et de gastronomie, organisant des dîners qui rivalisaient avec les scènes de ses rôles les plus dramatiques. En 1949, il a épousé Mary Grant, une costumière respectée, et ensemble, ils projetaient une image d'élégance cultivée que le public adorait. Néanmoins, des rumeurs sur la sexualité de Price circulaient à voix basse pendant une grande partie de sa carrière. Certains de son cercle social ont discrètement révélé que Price était bisexuel. Un fait apparemment corroboré des années plus tard par sa fille, Victoria, qui a parlé publiquement de l'identité fluide de son père. Cependant, dans le climat de l'Hollywood du milieu du XXe siècle, révéler de telles réalités aurait pu freiner la carrière d'une star, et peut-être mettre fin au rôle terrifiant mais captivant que Price incarnait si bien. Mary Grant et Vincent Price sont restés ensemble pendant plus de 2 décennies, élevant une fille et partageant une synergie créative. Elle complétait ses goûts raffinés, aidait à organiser des réceptions somptueuses et servait de force d'ancrage dans sa vie. Mais à l'approche des années 1970, leur relation a commencé à s'effilocher, aboutissant à un divorce en 1973. Dans ces dernières années, Price est devenu un défenseur vocal des questions LGBTQ+, et de la sensibilisation au sida. Bien qu'il n'ait jamais confirmé publiquement les rumeurs sur sa propre histoire romantique, son activisme a cependant conduit beaucoup à se demander s'il avait choisi de rester discret pendant des décennies, par nécessité. L'héritage de Vincent Price en tant qu'icône de l'horreur reste inattaquable. Mais les complexités de sa vie personnelle ajoutent une autre couche fascinante à sa légende. Danny Kaye et Sylvia Fine. Danny Kaye a ravi les publics du monde entier en tant qu'artiste polyvalent, chantant, dansant et faisant le clown dans des comédies musicales comme White Christmas et The Court Jester. Son style comique rayonnait de chaleur, mais derrière la personnalité enjouée se cachaient des complexités que même ses proches amis trouvaient déconcertantes. En 1940, il a épousé Sylvia Fine, une parolière et compositrice pleine d'esprit et redoutable, qui non seulement a écrit ses chansons emblématiques, mais a également géré les aspects cruciaux de sa carrière. Leur partenariat était unique dès le début. Fine était essentielle aux accomplissements professionnels de Kaye, concevant des routines qui mettaient en valeur son sens du timing comique et sa tessiture vocale. Elle tenait fermement les rênes de ses finances et de sa trajectoire générale, servant de principal décisionnaire. Pourtant, derrière la façade comique, des rumeurs circulaient sur les amitiés proches de Kaye avec des hommes, notamment un lien intime présumé avec Laurence Olivier. Bien que ni Kaye ni Olivier n'aient confirmé publiquement ces rumeurs, les tabloïds et les initiés d'Hollywood ont continué à alimenter une rumeur constante. Malgré ces soupçons, Kaye et Fine sont restés mariés pendant plus de 5 décennies. Les observateurs ont noté que leur relation a évolué pour devenir davantage un arrangement de gestion et familial, plutôt qu'une union romantique traditionnelle. Ils ont vécu ensemble par moments. Mais il y a aussi eu de longues périodes où ils semblaient mener des vies largement séparées. Kaye, qui est mort en 1987, a laissé un héritage de génie comique quelque peu éclipsé par les nombreuses questions sans réponse concernant son monde privé. Qu'il s'agisse d'un mariage fondé sur l'amour, la nécessité ou une fusion des deux, cela reste un rappel de la fluidité et de la complexité profonde des unions à Hollywood, même lorsqu'elles étaient au premier plan dans l'œil du public. Clark Gable et Kaye Williams. Clark Gable était connu comme le roi d'Hollywood, grâce à ses performances puissantes
dans des films comme Autant en emporte le vent et New York-Miami. Après avoir perdu sa bien-aimée épouse Carole Lombard dans un accident d'avion en 1942, la vie personnelle de Gable est devenue une sorte de voyage solitaire, bien qu'un souvent orné de rendez-vous glamour et de relations supposées avec des studios. En 1955, lorsqu'il a décidé d'épouser Kay Williams, une actrice et ancienne mondaine, beaucoup ont vu cette union comme pragmatique plutôt que passionnée. Williams avait auparavant été marié à l'homme d'affaires riche Adolph Spreckels, et sa vie avait son lot de drames avant même qu'elle ne s'associe avec Gable. Pour Gable, maintenant d'âge moyen, le mariage offrait une apparence de stabilité, sans les bouleversements émotionnels intenses de ses relations antérieures. Les dirigeants de studio, eux aussi, ont peut-être apprécié un foyer calme et respectable pour Gable, surtout compte tenu de sa stature iconique. Néanmoins, à huis clos, la synergie entre Gable et Williams suscitait des spéculations. Des rapports suggèrent qu'ils menaient des vies quelque peu parallèles. Gable trouvait du réconfort dans les parties de chasse et les plaisirs plus simples, tandis que Williams assistait occasionnellement à des rassemblements sociaux plus élitistes. En public, il semblait assez heureux, mais l'étincelle qui définissait autrefois les unions passionnées et célèbres de Gable semblait manquer. La tragédie a encore frappé en 1960, lorsque Gable est mort d'une crise cardiaque à seulement 59 ans. Seulement 4 mois plus tard, Williams a donné naissance à leur fils, John Clark Gable, alimentant encore plus de questions. Leur mariage était-il purement de convenance ou une véritable tentative de fonder une famille? Alors que les connaissances offraient des récits divergents, le sentiment général est que la relation était cordiale, mais distante. Dans le vaste panorama d'Hollywood, le mariage de Gable et Williams est souvent éclipsé par son union légendaire avec Carole Lombard. Si vous avez aimé découvrir les ombres derrière le glamour, veuillez aimer, commenter et vous abonner pour plus d'histoires sur les légendes du cinéma et les vérités non dites qui les ont façonnées. Jusqu'à la prochaine fois, que les bobines continuent de tourner et que les mystères continuent de se dévoiler.